Bonjour à vous autres. Bonjour. Déjà rendu à notre 8e capsule. Merci d'être là. Merci d'être là. Les échos du jour aujourd'hui, c'est assez intéressant. Hein? Je vous avais demandé de nous parler de personnes que vous avez accompagnées en fin de vie. Il y en a pour qui c'est pas facile, il y en a pour qui c'est quelque chose de bien, de soulageant, de grand, ça varie. Je vais vous en faire part là, de quelques-unes intéressantes. Il y a Florence qui nous dit « J'ai accompagné mon frère Claude lors de sa mort. Je ne devais pas y aller ce soir-là, mais j'ai comme ressenti une urgence qui me poussait à m'y rendre sans comprendre d'où ça venait. C'était son moment, puis c'était comme s'il m'appelait pour que je sois avec lui. Il était malade, on savait que ça s'en venait, il était toujours assis dans sa chaise, habituellement, mais là, il a demandé qu'on l'installe dans son lit. Quand je suis entré dans sa chambre d'hôpital, j'ai pris sa main, elle était tiède. J'ai vraiment réalisé comment ça se passe, la mort. Ce que ça fait quand l'âme quitte le corps. Comment ça fait dans le corps quand la vie s'en va. Sa main s'est refroidie, j'ai fermé les yeux. La vie avait quitté son corps, mais j'ai continué à ressentir sa présence. Ben fort dans sa chambre d'hôpital. Je le sentais qu'il était toujours là, même si ça ne se voyait plus dans son corps. J'ai continué à ressentir sa présence ben fort, même les jours d'après. Hein? Il y a Vanessa. En tant qu'accompagnatrice de personnes aînées, j'ai eu la chance d'être présente auprès de Mme Pro, qui est décédée à l'âge de 96 ans. Toutes les personnes qu'elle avait connues sont parties avant elle, donc cette dame était rendue seule, mais elle a attendu que je la rejoigne avant de partir. Des fois, il y a des gens qui attendent quelqu'un, effectivement. Je me suis senti privilégié d'accompagner cette belle dame, nous dit Vanessa. J'ai eu l'impression qu'elle m'attendait avant de partir. Quand je suis entré dans sa chambre, je lui ai pris la main et je lui ai dit que j'étais là et qu'elle pouvait se laisser aller maintenant. J'ai senti son dernier souffle. J'ai pu, sereinement, lui dire au revoir. Effectivement, accompagner quelqu'un dans ses derniers moments, ça peut être une épreuve, mais ça peut être aussi une épreuve qui fait qu'on en ressort grandi. Là, histoire de tricotage de temps. Bon, là, j'ai réalisé une affaire qu'on tricote plus que le temps. D'habitude, moi, quand je faisais ça là, en public avec les gens là, on tricote le temps parce qu'on est tous dans le même espace. Dans un même là, hein, dans une salle, que ce soit n'importe où. Mais là, on n'est pas... Ça fait qu'à quelque part, je pense qu'on est en train de faire une cohorte là, de tricoteurs spatio-temporels. Je pense que oui. Et puis, parce que là, écoutez, là, vu qu'il y a du monde qui tricote, qui font le là en dehors après 2 heures, il y en a qui écoutent ça en pleine nuit, il y en a qui écoutent ça le soir, même que je suis allé prendre une marche avant le souper, puis j'ai cru entendre un « là » qui résonnait. Je ne sais pas si c'était quelqu'un dans le voisinage qui écoutait. Quoi qu'il en soit, on va quand même tricoter ça là, en étant bien conscient qu'on tricote plus que le temps. On tricote de l'espace-temps. Allons-y comme ça. OK. Bien conscient que là, ça couvre grand, là. Puis vous sortirez des fois pour écouter, voir si vous n'entendez pas des là. Ah, OK. On dépose ça en sol, hein? La, 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 la. Oui. La. Je dépose la semaine. Là. Puis là, on dépose le confinement. Chaque jour est comme des fois plus pesant que l'autre, mais ça dépend. On le dépose. Là. Et là, on va y aller avec votre curiosité par rapport à ce que vous allez entendre. Là. La curiosité qui est partagée puis qui amène le sourire. Là.
curiosité de tous ceux qui sont là. Là. Hey, aïe, aïe, merci, merci. Ouais. Là, oui, merci d'être là. Installez-vous comme il faut. Et là, aujourd'hui, le compte du jour, on change d'univers. C'est avec le compte du jour d'aujourd'hui qu'on rentre dans l'univers du Père Lassouche, un vieux spécial que j'ai rencontré en 2001. Donc, je me change, puis je vous retrouve dans la section salon. À tout de suite. Bon, ben, c'est aujourd'hui, avec le compte du jour, qu'on va plonger dans l'univers du Père Lassouche. Monsieur Aimé. Eh oui. Je vous avais parlé au début, des dangers qui guettent les compteurs confieurs. Je vous avais dit que les compteurs confieurs apportaient un grand respect pour les mots, hein? Et puis accordaient beaucoup de pouvoir aux mots. Parce que les mots, oui, c'est l'outil le plus puissant qui a été créé par nous autres, les hommes, depuis qu'on marche debout. Il y a des mots qui démolissent, puis des mots qui nourrissent. Il y a des mots malfaisants, puis il y a des mots bienfaisants. Et je vous avais dit qu'il y a des fois des compteurs confieurs qui se faisaient pogner un peu par ça, puis qui devenaient des obsédés textuels. Bon, je me suis sauvé de ce danger-là. Mais il y a un autre danger qui surveille les compteurs confieurs. C'est de se faire enfiroiper par un des personnages, ou plusieurs même, personnages de conte qui les rencontrent. Les personnages de conte peuvent être bien enfiroipeurs. Ben, c'est ce qui m'est arrivé avec M. Aimé. J'ai rencontré M. Aimé en 2001, le 9 novembre 2001, le 9 du 11 2001. C'est drôle, hein? C'est une rencontre toujours. Le 11 du 9 2001, vous vous rappelez tous, il y avait eu une rencontre assez spéciale. 2 avions, 2 tours. Il y a eu toutes sortes de comptes qui ont sorti après ça là-dessus. Hein? Bon, ben, c'est ça. Donc, moi, le 9 novembre 2001, ben, en fait, ça devait être une semaine avant, je faisais du bénévolat. Bon, je travaillais à temps partiel au CLSC. Je travaillais les mardis, mercredis, jeudis. Donc, j'avais du temps et puis j'avais donné mon nom pour faire du bénévolat au Centre d'action bénévole des Pays d'en haut. Et puis, je faisais du transport accompagnement. Là, Danielle, celle qui est en charge du transport accompagnement, elle me téléphone. C'était le 2. Et là, elle me dit, bon, salut Yvon, elle dit, serais-tu disponible le vendredi, le 9? On avait encore une semaine. Bon, c'est pour un nouveau client, un monsieur qui va pour une opération pour une cataracte à l'hôpital à Saint-Jérôme. Bon, OK, j'ai dit, oui, pas de problème. Elle dit, c'est un nouveau client. Elle dit, c'est un monsieur. Elle dit, comme tu vas voir, là, il est assez âgé. Elle dit, je ne le connais pas personnellement, mais j'en ai entendu un peu d'affaires. Elle dit, c'est un bonhomme assez spécial. Là. Pas dangereux, là, mais spécial. Ah, déjà, moi, là, quand je me fais dire quelqu'un de spécial, vous savez, hein, ça allume. C'est le fun de rencontrer du monde spécial, surtout quand ils ne sont pas dangereux. Bon. Fait que, là, OK, fait que je prends ça en note. Son rendez-vous, il était à 10 heures. Fait que je prends ça en note, son nom, Lassouche, Aimé, son adresse que je ne donne pas, confidentialité, son âge et puis l'heure de son rendez-vous, son numéro de téléphone et tout. Bon. Fait que moi, ma méthode pour sécuriser la personne âgée, c'est que j'y téléphone aussitôt que je le sais pour qu'elle n'aille pas s'en faire avec ça. Fait que je téléphone, ça répond, « Ouais, bonjour. » Ah oui, ben, il dit, « Moi, c'est Yvon Boutin, puis c'est moi qui est le bénévole qui va aller vous chercher là, vendredi prochain, le 9. » J'ai dit, « Votre rendez-vous est à 10 heures à l'hôpital. » J'ai dit, vous, là, je ne sais pas trop exactement c'est où que vous restez, là, j'ai votre adresse, mais je ne connais pas le coin. J'ai dit, comment êtes-vous déjà allé à l'hôpital? Il dit, bah oui, il dit, mon cousin est déjà venu me reconduire. Puis tout. Puis je commence à prendre le temps, à peu près, du 35-40 minutes. J'ai dit, 35-40 minutes, c'est bon. Fait que j'ai dit 10 heures, ça veut dire que, mettons, là, 9 h moins quart, là, c'est-à-dire, non, 9 h et quart, comme 45, je voulais avoir un peu de lousse. Fait que, il dit, oui, c'est correct. Il dit, je vais vous attendre. Il dit, mon bon monsieur, je vais vous attendre. C'est bon. OK. C'est que là, d'habitude, quand c'est une nouvelle adresse comme ça que je ne connais pas,
j'essaie d'aller vérifier avant, tu sais, pour pas le matin du fameux jour chercher, puis là, être en retard, être nerveux, puis rendre l'autre nerveux. Mais là, j'avais pas eu le temps. Fait que je suis parti plus de bonne heure de chez nous, et puis finalement, là, je trouve le chemin. Il n'y avait pas de GPS là, dans le temps. Moi, en tout cas, je n'avais pas. Je ne sais pas si c'était sorti en 2001, le GPS et tout. En tout cas, il n'y avait pas d'instrument, rien. Fait que je suis allé avec la vieille carte là, du secteur. Et puis, bon, ben là, finalement, j'ai fini par trouver. Écoute, plus que j'approchais de l'adresse, puis plus que le chemin rétrécissait, puis il ne passait rien qu'un char là-dedans. Et là, j'arrive, toi, en avant de la petite maisonnette, une petite maisonnette en bois rond qui était vraiment là, dans le fond du bois. Et puis, et là, en avant de la maisonnette, il y avait un vieux bonhomme qui était assis sur une chaise, sur la galerie. Et puis, il attendait, un chapeau sur la tête. Mais là, toi, des grands cheveux, toi, comme ça, blancs, gris, puis une grande barbe, blanche, grise, pareil. Tellement que, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2001, il y avait les choses, le Seigneur des Anneaux, les films qui passaient. Là, je me suis dit, ça serait-il Gandalf qui aurait comme un chalet dans le Nord, quelque chose de même, bon, et tout. Pourtant, le monsieur avec qui j'ai parlé, il n'avait pas d'accent anglais, rien, tu sais. Bon, ben, en tout cas, là, j'arrête, puis là, je débarque du char, là, le monsieur, il se lève, il dit « Bonjour, mon bon monsieur ». Pas d'accent, rien. Fait que là, je me suis dit, non, c'est pas Gandalf, c'est M. Lassouche. Fait que j'ai dit, ouais, j'étais un petit peu avant mon temps. J'ai dit, j'étais un peu de bonne heure. J'ai dit, j'aime mieux avoir plus de temps que moi. Ah, j'ai pas de problème avec ça, pas de problème avec ça. Fait que là, je l'aide à rentrer, il s'assoit à côté de moi. Je revire, puis là, on part. Moi, ma technique pour rendre à l'aise la personne âgée que je transporte, c'est de le faire parler de lui, OK? Puis là, bon, ben, et tout. Et puis, fait que là, je lui pose une question ou deux, mais ça n'a pas été long que c'est lui qui m'a reviré la question, puis c'est lui qui... Il avait l'air de vouloir savoir avec qui il embarquait. C'était ça qui me mettait à l'aise, lui. Fait que j'ai obtempéré, puis là, j'ai répondu à ses questions, si bien que j'ai pas eu trop l'occasion de savoir de qui c'est qui était au juste. Là, on arrive à l'hôpital, puis là, je l'aide à débarquer. Il y a une bénévole qui vient l'accueillir avec un fauteuil roulant. Puis là, elle me dit, oui. Elle dit, bon, c'est ça, son rendez-vous est à 10 h. Elle dit, ça devrait finir là, vers 11 h, 11 h moins 10. Fait qu'elle dit, soyez ici, là, vers 11 h moins 10. Puis elle dit, OK, moi, je m'étais amené un livre. Je suis allé prendre un café, puis lire. Puis là, j'étais là à 11 h moins quart. Tout d'un coup, je vois une bénévole, c'était un autre, et qu'il arrive avec mon père Lassouche, qui avait son bandage sur son œil droit. Et puis, et là, bon, OK, j'ai dit, puis ça a bien été? Oui. Fait que là, il dit, je vais chercher l'auto, puis fait que là, je suis allé chercher l'auto, puis là, en tout cas, le transfert se fait, puis là, on repart. Fait que, il demande, puis, il dit, comme ça, il dit, ça a bien été, votre opération? Ah, il dit, ben oui, mon bon monsieur. Il dit, le docteur m'a dit que ça ne devrait pas avoir de problème. Il m'a donné les petites recommandations d'usage, là, de ne pas forcer, de ne pas me pencher trop, puis bon, mais tout ça. Puis si ça va bien, ben ça va être mon autre œil que je vais aller faire éventuellement. Ah, OK. Puis, bon, et là, on va jaser un petit peu, puis tout d'un coup, il arrive, puis il me dit, mon bon monsieur, il dit, vous avez du sapin chez vous, vous, hein? Hey, du sapin chez nous. Qui n'a pas de sapin chez eux qui habitent les Laurentides? On a tous du sapin chez nous. Ils ne prenaient pas une grosse chance en disant ça. Sauf que j'avais du sapin chez nous. J'avais une grande haie de sapin, des sapins de 35 pieds, du long de mon entrée. Puis, il m'avait dit, oui, du sapin chez nous. Il dit, pourquoi vous me dites ça? Ben, il dit, votre char sans le sapin, mon bon monsieur. Mon char sans le sapin. Puis moi, là, j'avais pas de petits sapins d'accrocher. J'avais pas de petits sapins d'accrocher, puis de petits sapins qui sent pas le sapin de toute façon. Ah ouais? Puis en plus, moi, j'avais donné des cours sur le vieillissement et tout, puis j'avais lu dans toutes les informations que j'avais pour monter le cours que le nez est un sens qu'on perd en vieillissant,
C'est d'ailleurs pourquoi les risques d'incendie chez les personnes âgées sont plus grands, parce que ça prend de la boucane en ciboulot pour que ton nez te dise « il y a de la boucane, bonhomme, fais quelque chose ». OK. Visiblement, lui, malgré ses 87 ans, avait encore un bon nez. J'ai dit, ben, oui. Et mon corps sent le sapin. Il y a du sapin chez nous. Ah bon. Il dit, vous avez un bon nez, vous? Ah, il dit, monsieur, il dit, vous savez, il dit, nos sens, il dit, ce que j'ai fait avec, pour mes cataractes, il dit, c'est pareil avec le nez, nos sens, il faut en prendre soin. Parce que si on les perd, on perd un peu de vie avec ça. C'est toute la vie qui perd son sens un peu. Alors, je trouvais que ça faisait bien de l'allure. Ah, ouais. Mais j'ai dit, vous dites, ça sent le sapin, là, mais ça pourrait avoir senti l'épinette aussi, tu sais. Hey, toi, comme si j'avais blasphémé. Il dit, hey, monsieur, mon bon monsieur, il dit, l'épinette puis le sapin, il dit, ça sent pas pareil. Ah, ouais. L'épinette puis le sapin, ça sent pas pareil. Ben, il dit, le pain brun puis le pain blanc, ça goûte pareil? Je lui ai dit non. Ben, il dit, l'épinette puis le sapin, ça sent pas pareil de la même façon. Ah, ouais. J'ai dit, vous avez l'air de connaître le bois aussi, pas mal. Ah, il dit, moi, mon bon monsieur, il dit, j'ai grandi dans le bois. Il dit, j'ai été élevé dans le bois. Ah, ouais. Il dit, oui. Il dit, mais mon père puis ma mère étaient cuisiniers dans des camps de bûcherons. Puis il dit, je les ai suivis de bébé à aller jusqu'à ben vieux. Ah, oui. Et là, il commence, il me dit, vous savez, mon bon monsieur, il dit, moi, il dit, je parle 5 langues. Vous parlez 5 langues. Là, j'étais comme étonné un petit peu. Parce que, bon, c'est toute la raison, des préjugés, de l'âgisme, sans doute. J'étais étonné un petit peu. Quoi que j'avais vu des personnes âgées qui parlaient bien des langues aussi, là, bon. Mais là, j'avais des doutes. Il a bien vu ça, là, lui, que j'avais des doutes. Il dit, ouais, je parle 5 langues, mon bon monsieur. Il dit, je parle le français, comme vous voyez, puis il dit, je parle l'anglais. Il dit, je parle l'algonquin aussi. Il dit, vous parlez algonquin, vous? Il dit, oui. Il dit, ma mère était algonquine. Ma mère, elle s'appelait Nibidjibiga Nipimic. Oh boy! Puis il dit, comment? Il dit, Nibidjibiga Nipimic. Oh! Il dit, c'est plus simple en français. Il dit, ça veut dire rosée des bois. Ah, ouais! Ouais. Puis il dit, moi, il dit, ma mère, il dit, à Vindon, elle parlait le langage de l'eau. Il dit, c'est pour ça qu'elle s'appelait rosée des bois. Puis elle m'a montré un peu le langage de l'eau. Fait qu'il dit, je comprends le langage de l'eau. Oh boy! Là, je trouvais que ça prenait une tangente un peu bizarre. Je dois vous avouer que je me suis même demandé un moment s'il n'était pas en train de me faire une réaction post-opératoire aux médicaments qu'il y avait eu, là, tu sais, là. Bon, là, j'envisageais peut-être de revirer de bord puis d'aller le reconduire, tu sais. Et là, il dit, ouais, mais ça en fait 4. Oui, il dit, la 5e, il dit, c'est que je parle le langage des arbres. Oh! Vous parlez le langage des arbres. Je savais qu'il y avait du monde qui parlait à leurs plantes et tout. Là, tu sais, bon, mais vous parlez le langage des arbres. Il dit, oui, c'est mon père qui me l'a enseigné. Il dit, mon père, lui, il s'appelait Jean Racine. Puis il dit, mon père, il parlait le langage des arbres. Puis il dit, il me l'a enseigné. OK. Là, c'est là que, entre l'idée de le ramener à l'hôpital parce qu'il était spécial, puis le goût d'avoir plus loin sa spécialité, c'est le dernier qui a remporté le tout. Fait que là, je continuais. Et puis, on était rendu pas très loin de chez eux, peut-être quoi, 5 minutes. Là, j'allume, tu sais. Là, j'ai dit, Monsieur Aimé, j'ai dit, vous dites que vous vous appelez, vous, Aimé Lassouche. Votre père, c'est un Jean Racine, puis votre mère, en tout cas, là, des bois, là. J'ai dit, Lassouche, ça vient d'où, ça? Oh, il dit, monsieur, il dit, vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Et il dit, regardez bien, il dit, avez-vous un petit 10 minutes de lousse? Moi, vous raconter ça. Il dit, ben certain. Là, il me restait 3 minutes après. Fait que, là, il a arrêté de parler. Là, j'attendais, moi. Puis, là, je me suis dit, il est en train de forger sa menterie, tu sais, là. Bon, hein. Là, finalement, on débarque chez eux, on arrive chez eux, il n'avait pas parlé. On débarque chez eux, puis là, il dit,
vous allez rentrer prendre une tasse de bonté. Là, j'ai dit, oh, vous savez, la bonté ne court pas les rues tellement c'est un site, ça fait que j'accepte volontiers une tasse de bonté, même si c'est rien qu'une tasse. Oh, il dit, vous êtes un petit drôle, là, vous êtes un petit drôle. Là, on rentre, on s'assit à sa table, puis là, il y avait une théière sur le poêle, et puis il avait fait chauffer le matin, et c'était encore tiède un peu. Il ne prend même pas le temps de la faire chauffer, puis il se ramasse 2 tasses, puis là, il verse ça. Et là, il commence à me raconter qu'il avait été trouvé. Qu'il avait été trouvé par son père, par Jean Racine, le matin du 22 avril 1914. Il avait été trouvé dans le bois parce que Jean s'en allait relever ses pièges, puis que finalement, il avait entendu pleurer, puis là, il pensait que c'était peut-être un animal qui était dans son piège, mais qui n'était pas mort. Et finalement, il était arrivé là, puis il avait trouvé ce petit bébé-là qui reposait dans une petite couverture verte sur une souche de hêtre, juste au coin de l'étang du soleil levant, à la croisée du ruisseau des Lampes de montagne, puis du ruisseau des Fougères qui coule d'en haut. Il y avait cette souche-là de hêtre qui était là, puis le bébé était dessus, qui pleurait. Hey, là, lui et sa femme en avaient perdu, elle avait fait 2 fausses couches. Et puis, là, il était rendu à 33 ans tous les deux. Et là, il ne pensait plus pantoute avoir d'enfants. Fait que, écoute, il l'a ramené à la maison. Et là, quand il arrive à la maison, son père, là, Rosé est en train d'étendre son linge. Puis là, lui, il marchait comme un peu plié, comme ça, parce qu'il l'avait mis dans son manteau, le bébé, pour le protéger. Et puis, là, il dit, « Hey, Rosé, rentre dans la maison, tu me créeras pas. » Là, Rosé se demandait bien c'était quoi qu'il était arrivé. Là, s'était-tu blessé? Parce que c'était déjà arrivé qu'il s'était blessé. Ou bien non, il avait-tu trouvé un petit animal blessé puis qu'il ramenait pour le soigner? Ça y était arrivé avec une petite nyctale boréale, il n'y a pas longtemps. Puis, bon, ben, écoute. Mais là, le temps qu'elle pense, c'est tout ça qu'elle se demande c'est quoi qui arrive. Ben là, Jean avait eu le temps de rentrer. Et puis, là, il arrive, puis il rentre, puis là, il rouvre son côte, il met le petit sur la table. Puis là, Rosée, elle, était encore dans le cadre de porte. Fait que, là, elle regardait son Jean, puis elle regardait sa table, et puis là, d'un coup, ça se met à pleurer, tout ça. Hey, Seigneur! Elle dit, c'est quoi ça, Jean? Il dit, Rosie, c'est un bébé. C'est un bébé. Ben, elle dit, voyons donc, toi, un bébé. Elle dit, où c'est que tu as pris ça, toi? Il dit, tu ne me croiras pas. À l'étang du soleil levant. Elle dit, voyons donc, toi, là. Et puis, là, elle est arrivée, puis là, ils l'ont dit, là, il doit avoir faim, cet enfant-là. Et il doit peut-être mouillé, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais-y chauffer du lait, puis moi, je vais y trouver quelque chose là, pour faire une couche, quelque chose. Fait que là, elle prend le bébé, puis elle l'a trouvé dans son coffre de cèdre de la guenille, la guenille propre, là, qui pourrait servir à faire une couche. Et puis là, elle ramène ça à table, elle déshabille, et puis là, elle déshabille tout à coup. Mon Jean, lui, était en train de préparer la bouteille de lait. Fait que, il avait pris une bouteille qui avait servi pour nourrir un petit chevreuil bébé, mais il l'avait bien nettoyé. Fait que là, elle dit, « Hey, Jean, viens voir. Là, elle dit, « Regarde, c'est un petit gars. » Oh, il dit, un petit gars. Oh, il s'arrêtait une petite fille, il s'arrêtait pareil. Il dit, un enfant. Hey, ben là, toi. Fait que, ouais, là, elle change, puis là, quand il y a eu le lait assez chaud, il vient, puis là, Rosée, elle s'était assise, elle, dans la chaise berceuse qui était là, encore, à côté du poêle. Puis elle attendait la bouteille, elle perçait le petit, puis là, il arrive avec la bouteille. Il donne la bouteille. Toi. Le bébé, il me raconte que c'est sa mère, son père qui m'a raconté ça. Il tétait, là, un petit rapport, tétait, puis ça n'a pas été long, 3 tétés, puis il s'est endormi. C'est là que Rosée a demandé à Jean, elle dit, elle dit, tu vas m'expliquer un peu, là, c'est quoi? Ben, il explique. Il dit, regarde, il dit, Seigneur, il dit, je suis arrivé, il m'a entendu pleurer, puis là, je suis arrivé, je vais le trouver, puis là, il a décidé, voyons, je vais le ramener à la maison et tout. Et c'est là que les mots sont sortis ensemble de leurs 2 bouches. On le garde. Ils ont décidé de le garder. Mais là, Rosée a dit à Jean, elle dit, comment est-ce qu'on va l'appeler? Jean a dit, c'est bien beau, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Comment? Elle dit, on va l'appeler Kisagin. Kisagin. Il dit, ben oui, aimer, Kisagin.
Il dit, on va l'appeler Aimé Lassouche. On va lui trouver sur une souche, puis il dit, Aimé Lassouche. Elle dit, ben oui, qui s'aguine beaucoup de J. Fait que, là, le père, après m'avoir raconté ça, ben il dit, voyez-vous, il dit, mon bon monsieur, il dit, c'est ce matin-là, d'un 22 avril 1914, que j'ai fait la rencontre de mon nom, puis que j'ai fait la rencontre de ceux qui sont devenus mes parents pendant ben des années. Moi, c'est ce jour-là que j'ai fait la rencontre du père Lassouche. Le 9 novembre 2001, c'est ce jour-là que je me suis fait enfiroiper. Donc, pour le devoir du soir, ça va être de parler de bénévolat dans votre vie. Avez-vous été, êtes-vous un faiseur de bénévolat? Êtes-vous un receveur de bénévolat? J'aimerais ça que vous nous disiez ça. Le bénévolat dans votre vie. On se voit demain pour le compte du jour, parce que bien sûr, je compte pour vous, puis je compte sur vous pour continuer de respecter les consignes comme vous le faites, même si vous trouvez ça bien difficile. Puis à demain, 14 heures.